Euh, Bonjour à tous. Bienvenue à cette toute première conférence en format virtuel dans le cadre des cycles de conférences des Midis de la Culture de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Je m'appelle Ivana Otasevic, je suis directrice adjointe de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles et j'animerai l'événement de cet avant-midi. Les Midis de la Culture de la chaire UNESCO, lancée en janvier 2019, souhaitent notamment donner l'opportunité aux étudiants de présenter leurs projets de recherche en lien avec la culture et la diversité culturelle devant leurs pairs, tout en bénéficiant des discussions et des échanges dans un cadre très informel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Savard, étudiante à la maîtrise en droit avec mémoire à l'Université Laval, sous la supervision de la professeure Fanny Lafontaine. Catherine est co-coordonnatrice du Partenariat canadien pour la justice internationale et elle a contribué à l'analyse juridique du concept du génocide dans le cadre de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, rendue publique en 2019. Je tiens à souligner que le sujet de la conférence d'aujourd'hui sort du champ d'expertise de la chaire UNESCO. La chaire s'intéresse essentiellement à la protection et à la promotion des expressions culturelles des peuples autochtones et non à l'ensemble des questions qui touchent les droits des peuples autochtones. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que très prochainement, un article scientifique visant à soutenir les politiques culturelles favorables à la protection et à la promotion des expressions culturelles autochtones sortira dans la revue de droit du développement durable de McGill. L'intervention de Catherine Savard nous sort donc de nos champs de compétences. Néanmoins, elle nous intéresse certainement au plus haut point, non seulement comme spécialiste du droit de la culture, mais d'abord et avant tout comme citoyenne et citoyen. C'est en suivant le cours en droit international de la culture à la faculté de droit, dispensé par la professeure et la titulaire de la chaire UNESCO, Véronique Guévremont, que Catherine a présenté les résultats de ses recherches sur le concept de génocide culturel. L'idée d'organiser une conférence sur ce point dans le cadre des Midis de la Culture a ensuite émergé. Cet événement est organisé en partenariat avec la chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, la clinique de droit international pénal et humanitaire, le Partenariat canadien pour la justice internationale et le Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones. Ainsi, la présentation de Catherine s'intitule « Génocide culturel, génocide des peuples autochtones au Canada, enjeux et impact ». Évidemment, Catherine s'exprimera sur ce thème en son nom personnel et ses propos ne sauraient en aucun cas être interprétés comme une position officielle des organismes partenaires de cette rencontre. Avant de céder la parole à Catherine, j'aimerais rappeler quelques règles d'ordre plutôt technique. Cet événement est enregistré et l'ensemble des micros des participants sont fermés afin d'éviter toute interférence au niveau du son. Tout au long de la conférence, vous pouvez réagir aux propos de Catherine en cliquant sur le bouton réaction qui se retrouve donc plus bas dans le menu de la page. De même, nous vous invitons à poser vos questions en français, en anglais ou en espagnol. Dans le chat, vous allez voir une petite icône qui se retrouve également dans le menu en bas de la page de la plateforme Zoom. Comme cet événement est diffusé en direct sur la page Facebook de l'événement, ainsi que sur les pages Facebook des différents partenaires, nous prenons en compte que des questions qui seront posées sur la page Facebook de l'événement. Donc, après la présentation de Catherine, nous aurons environ 30 minutes pour la période des questions. Alors, sans plus tarder, Catherine, je te cède la parole.
Bonjour à tous. Merci beaucoup, Ivana, pour la présentation. Et merci énormément, en fait, à la chaire UNESCO, donc dirigée par Véronique Bromont, coordonnée par Ivana Tasevich, pour cette opportunité-là de parler aujourd'hui. Merci énormément aussi aux organisations partenaires et à toute l'équipe qui est là dans les coulisses pour s'occuper de la technique, des questions, donc qui rend en fait cet événement-là possible aujourd'hui. Donc, je les remercie sincèrement également. On a été très touchés et encouragés, en fait, de voir tout l'intérêt que la conférence d'aujourd'hui a suscité. Là. Donc, on a rejoint un nombre vraiment appréciable de personnes via toutes sortes via nos réseaux respectifs, en fait. Donc, je tenais à vous remercier, en fait, de votre intérêt pour ces questions-là. Puis, je suis vraiment heureuse qu'on soit ici aujourd'hui pour en parler. Donc, je ne répéterai pas la présentation d'Ivana. Donc, je suis étudiante à l'Université Laval. J'ai travaillé sur l'analyse juridique du génocide de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, dont on va parler aujourd'hui, évidemment. Et évidemment, les choses que je vais dire aujourd'hui n'engagent que moi, donc pas la chaire UNESCO ni aucune autre organisation. C'est vraiment en mon nom personnel que je m'exprime aujourd'hui. Bon, donc on va être prêt à commencer. Je vais commencer en fait en lançant un certain paradoxe, en fait. Donc, le Canada, pendant plusieurs décennies, en tout cas, a traditionnellement été perçu sur la scène internationale comme un genre de champion du multiculturalisme ou des droits fondamentaux. Et c'est un peu paradoxal, en fait, parce que le Canada doit son existence même à un génocide là, des peuples autochtones. Donc, génocide culturel ou non, ou les deux. C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Et en fait, ces deux qualifications qui ont été utilisées très récemment, là, dans les 5 dernières années, par notamment deux mécanismes différents dont on va parler aujourd'hui. Donc, en 2015, la Commission de vérité et réconciliation, on va y revenir, est arrivée à la conclusion que le système de pensionnat autochtone était un outil de génocide culturel. Et ensuite, en 2019, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est arrivée à la conclusion inévitable, selon ses propres termes, que l'État canadien était responsable d'un génocide des peuples autochtones. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et c'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Mais premièrement, en fait, je vous propose un retour dans le temps. En fait, et je vais vous parler de deux personnages en particulier qui ont eu un impact important sur bref, la réalité du colonialisme au Canada. Parce que, en fait, faire un peu d'histoire, c'est un point de départ essentiel, incontournable pour comprendre ensuite toute qualification juridique qu'on pourrait utiliser par la suite. Donc, ça va nécessairement être un brin d'histoire très... c'est pas exhaustif du tout. Évidemment, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vous l'annonce d'avance, mais c'est quand même vraiment important d'en parler à ce point. Je vais vous partager mon écran un instant. Je ne suis pas particulièrement fan des PowerPoint, donc parfois je vais vous partager mon écran et parfois pas, pour qu'on ait quand même un peu une impression de dialogue quand même. Je crois que ça fait plus dynamique un peu. En fait, plusieurs d'entre vous avaient probablement entendu parler, enfin, à la fin du mois d'août 2020, à Montréal, une statue d'un certain John A. Macdonald a été décapitée et déboulonnée lors d'une manifestation antiraciste à Montréal. C'est la photo que vous voyez en bas à gauche. En fait, John A. Macdonald, c'est le premier ministre du Canada, considéré largement comme l'un des pères de la nation canadienne. Et encore récemment, il figurait sur les billets de 10 $ canadiens. Donc, qui est en fait aujourd'hui extrêmement critiqué pour ses politiques racistes à l'endroit des peuples autochtones et d'autres groupes, d'ailleurs, notamment asiatiques. Donc, c'est ça qui a mené au déboulonnement de sa statue récemment. Et bref, c'est le premier personnage dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, retour dans le temps, on est en 1867. 1867, année extrêmement importante dans l'histoire du Canada. En fait, c'est l'adoption de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, donc c'est la Constitution canadienne. C'est aussi une époque où le colonialisme au Canada bat son plein. Donc, le colonialisme, c'est quand même... en fait, c'est l'idéologie un peu derrière la colonisation. C'est une idéologie en fait assez particulière qui est fondée sur une supériorité perçue
de la puissance coloniale qui tente vraiment d'imposer ses savoirs, ses façons de faire et tout ça sur les peuples qu'ils cherchent à coloniser. Donc, en fait, dans le contexte canadien, les Autochtones sont plutôt perçus comme un frein dans l'élaboration du Canada moderne, entre énormes guillemets. Et bref, ils n'ont pas... C'est plutôt un problème à régler et ils n'ont pas vraiment de place dans ce projet-là de Canada tel qu'élaboré par la puissance coloniale. Donc, pour revenir à MacDonald, lors de la négociation de la Constitution canadienne, en fait, MacDonald avait eu quand même certaines difficultés à convaincre la Colombie-Britannique de joindre ce projet-là de confédération, comme on l'appelait. Et en fait, en 1867, le Canada, c'était seulement 4 provinces. Donc, c'était le Québec, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Donc, les négociations continuent plus tard. Puis bon, MacDonald, en négociation avec la Colombie-Britannique, promet en fait qu'un chemin de fer va être créé d'un océan à l'autre et de façon à rejoindre la Colombie-Britannique, qui est la province la plus à l'ouest. Ça a été un facteur important. Et bref, finalement, la Colombie-Britannique a rejoint la Confédération en 1871. Donc, il fallait construire ce chemin de fer. Et pour rejoindre, pour lier en fait les provinces de l'Est avec le Pacifique à l'ouest, il fallait passer par les prairies, donc les provinces qui sont aujourd'hui Saskatchewan, Manitoba, Alberta. Et le problème, en fait, c'est les territoires qui sont habités par des peuples autochtones. Donc, en fait, bon, l'État fédéral va mettre en œuvre toute une politique de nettoyage ethnique, en fait, pour éliminer les peuples autochtones de ces territoires-là pour que le chemin de fer puisse passer. Quand je dis politique de nettoyage ethnique, bon, il y a plusieurs composantes à ça. L'un des éléments importants, en fait, c'est la disparition quasi totale du bison dans les prairies. Donc, c'est un élément important. En fait, la chasse sportive, excessive, entérinée par le gouvernement, tout ça, va mener à une disparition quasi totale du bison des prairies. Et en fait, c'est un image sur lequel les communautés autochtones dépendaient largement à peu près, à vraiment plusieurs égards, là, alimentation, mais aussi autres, pour leur survie. Donc, quand vous voyez l'image en haut à droite, c'est une image qu'on voit quand même souvent ces temps-ci, là, un peu dans les médias, mais en fait, c'est des crânes de bison. Donc, ça illustre un peu l'ampleur de la chasse et de cette politique-là de destruction du bison, et donc qui a eu pour effet de poser des menaces sérieuses à la survie des peuples autochtones dans l'Ouest. Donc, pour l'alimentation, pour vraiment très, très problématique à plein de niveaux, là. Donc, c'est dans ce contexte-là que les peuples autochtones ont été contraints, c'est le cas de le dire, à signer un traité qui s'appelle le traité numéro 6, qui est... c'est dur de trouver des mots pour le décrire, mais qui est vraiment épouvantable, en fait. Et c'est via ce traité-là, en fait, le gouvernement fédéral devient responsable d'approvisionner les peuples autochtones en nourriture si la nourriture venait à manquer, pour, en guillemets, ne pas qu'on les laisse mourir comme des chiens. C'est ça le langage qui était utilisé. Et le problème, en fait, et là, les Autochtones se sont retrouvés forcés à s'entasser dans des réserves sous le contrôle du département, sous le contrôle du gouvernement fédéral, autrement dit. Et le problème, c'est que les choses qui avaient été promises ne sont jamais arrivées, ou en tout cas pas suffisamment. Donc, les rations de nourriture qui étaient distribuées étaient vraiment inférieures aux besoins, souvent contaminées, avariées, beaucoup de maladies qui étaient transmises via ça. En fait, McDonald's se vantait ouvertement de maintenant la population à la limite de la famine, on the verge of actual starvation, c'est ça les mots exacts, pour ainsi économiser des fonds fédéraux. Donc, vous voyez un peu le genre de contexte dans lequel on se situe à l'époque. 1876, toujours année super importante, en fait, année qui voit l'adoption de la loi sur les Indiens. Donc, c'est l'image qui est en bas au centre. C'est une loi extrêmement discriminatoire et paternaliste, en fait, donc qui place les Autochtones sous la tutelle de l'État canadien, qui rend illégales les structures de gouvernance traditionnelles, qui interdit un grand nombre de pratiques culturelles également, et qui, de façon importante, crée les pensionnats autochtones. Plus tard, la loi a été amendée pour rendre la fréquentation des pensionnats obligatoire pour tous les enfants. Là, éventuellement, ça a été jusqu'à de 7 à 15 ans.
Donc, les pensionnats, on va y revenir dans un instant. Ça m'amène à vous parler de la deuxième personne dont on va parler aujourd'hui, qui est en bas à droite, en fait, qui s'appelle Duncan Campbell Scott. Donc, M. Campbell Scott, c'est un homme d'État, mais c'est aussi un poète et un écrivain qui est plus connu dans le Canada anglais. Là, au Québec, on connaît un peu moins. Mais qui jusqu'à tout récemment était très célébré pour ses œuvres littéraires. Mais ce qui était un peu moins connu, c'est qu'en fait, il a joué un rôle vraiment très important dans l'application et en fait pour étendre le système de pensionnat autochtone au Canada. Et son objectif, en fait, qui a été répété à plusieurs reprises, c'était d'apporter une solution finale aux problèmes indiens. Donc, c'est un langage qui a une connotation vraiment tout autre aujourd'hui, mais là, c'est sûr qu'on est avant les années de l'Holocauste, là, donc, voilà, c'est quand même un langage qui était utilisé. Je vais arrêter de vous partager mon écran pendant un instant. Voilà. Je trouve ça vraiment difficile, en fait, de parler des pensionnats parce que c'est pas quelque chose qu'on peut résumer facilement comme ça, puis c'est pas... mais en gros, les pensionnats, c'est 150 000 enfants environ autochtones qui vont être arrachés de force à leur famille et qui, pendant en tout plus d'un siècle, vont être forcés de séjourner dans des pensionnats, donc ça se veut des écoles, même si le cursus académique était complètement nul. Et le but avoué des pensionnats, en fait, était de tuer l'Indien dans l'enfant. Donc, plusieurs anciens pensionnaires, notamment dans le cadre de la Commission Vérité et Réconciliation, on va y venir, là, mais plusieurs anciens pensionnaires ont rapporté des humiliations vraiment très, très fréquentes, l'interdiction de parler leur langue, énormément de sévices physiques, la torture, énormément de violences sexuelles aussi. Et en fait, on leur apprenait à avoir honte de leur culture, de leur langue, de qui ils étaient. Donc, c'est quelque chose qui a eu énormément d'impact sur plusieurs générations, en fait, vraiment. Là. Un autre aspect qui est moins connu, important aussi, c'est que des expériences médicales ont été effectuées. Donc, des enfants étaient délibérément affamés pour ensuite tester les effets de certaines vitamines. Donc, voilà, c'est seulement pour parler de quelques-unes des violations vraiment excessivement graves des droits les plus fondamentaux de ces enfants-là qui ont été perpétrés dans le contexte des pensionnats. Au début des années 1900, en 1907-1908, un médecin du gouvernement a mené une étude sur les conditions de vie dans les pensionnats. Il a produit un rapport qui s'appelle le rapport Bryce, en fait, du nom du médecin qui l'a produit. Et dans ce rapport-là, en fait, il met en lumière que les conditions de vie dans les pensionnats sont absolument insalubres. Les pensionnats sont surpeuplés, mal ventilés, énormément de maladies qui se propagent. Et en fait, entre 1894 et 1908, lorsqu'on regarde les pensionnaires admis après 5 ans, le taux de décès oscille entre 35 et 60 %. Donc, c'est absolument énorme, donc, selon les établissements. Il y a énormément de cas de tuberculose en particulier. Et il met en lumière aussi que beaucoup de registres sont falsifiés pour cacher le nombre d'enfants qui sont décédés. Donc, ce rapport est remis directement au gouvernement fédéral qui ne fait absolument rien. Et et qui, même quelques années plus tard, va élargir l'âge de fréquentation obligatoire des pensionnats. Donc bref, j'ai parlé de Johnny MacDonald, j'ai parlé de Duncan Campbell Scott, et je parle de ces deux personnes-là, c'est juste pour expliquer, illustrer tout un pan de l'histoire. Il y a tellement plus à dire aussi. Mais ce que je veux surtout qu'on retienne, en fait, c'est que le Canada est fondé sur toute une multitude de structures et de politiques coloniales. Donc, en fait, le colonialisme, c'est plus qu'une somme d'événements ponctuels. Ça se décrit mieux comme une structure ou voire un processus. Donc, c'est un phénomène qui s'étire dans le temps, qui prend des formes variées et qui touche à toutes les sphères de la société, en fait, et qui, encore aujourd'hui, se fait sentir de plein de façons.
Donc, on le voit, bon, soit certaines politiques sont carrément encore en vigueur. La loi sur les Indiens est encore en vigueur aujourd'hui. Il y a eu quelques modifications, mais essentiellement, elle est encore en vigueur. Mais on voit également, bon, dans préjugés, stéréotypes, racisme dont on parle beaucoup aujourd'hui. Le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1996. C'est en Saskatchewan, donc extrêmement récent. Et peu après, seulement quelques années après, en fait, un groupe d'anciens pensionnaires intente un recours collectif contre le gouvernement du Canada. Et en fait, c'est devenu le plus grand recours collectif de l'histoire du Canada, en fait, par des anciens pensionnaires qui réclament des réparations pour les préjudices subis dans le cadre des pensionnats. Donc, cette affaire-là ne s'est pas rendue en cours. En fait, il y a un règlement hors cours qui est intervenu. Et l'un des aspects de cette entente-là qui a été atteinte, c'est la création d'une commission de vérité et réconciliation. Donc, pour résumer, là, le mandat de cette commission-là, c'était de mettre en lumière et reconnaître les expériences, les séquelles liées au pensionnat, les conséquences des pensionnats, qui étaient largement sous-documentées. Le tout dans un milieu adapté à la culture et sécuritaire pour les anciens pensionnaires. Il y avait également un pan qui visait à sensibiliser, à éduquer le public canadien sur le système des pensionnats. Donc, en 2016, en fait, une étude a démontré qu'un Canadien sur deux ignorait l'existence des pensionnats. Donc, ça montre qu'il y avait quand même beaucoup de travail à faire. Et grâce au courage des survivants, tout ça, la réalité des pensionnats est beaucoup mieux documentée aujourd'hui, même si il y a beaucoup de travail à faire aussi. Et oui, d'ailleurs, on en a parlé dans les médias récemment. Donc, je crois que c'est le 1er septembre 2020, le gouvernement fédéral a reconnu deux pensionnats, deux anciens pensionnats, donc un au Manitoba puis un en Nouvelle-Écosse, comme des lieux historiques nationaux. Donc, la Commission de vérité et réconciliation, je ne pense pas que je l'ai dit, a œuvré de 2008 à 2015, a formulé 94 recommandations, et donc, qui sont en train d'être mises en œuvre, et cette reconnaissance-là participe de ce processus-là aussi. La commission, bref, a accouché d'un rapport assez colossal en 6 volumes, des milliers de pages. Le sommaire seul fait à peu près environ 600 pages. Et bref, à la toute première page de ce sommaire-là, donc un peu la première chose que les gens vont lire, a fait une déclaration qui a vraiment eu un impact retentissant au Canada et même au-delà des frontières. Et en fait, affirme que les pensionnats sont un élément central d'une politique qu'on peut qualifier de génocide culturel. Donc voilà, c'est cette fameuse qualification. Et ça entraîne tout un débat juridique, politique, quant aux conséquences là, sur tous les plans de cette qualification-là. Bon, donc là, ça m'amène à me parler de mon deuxième point aujourd'hui, génocide culturel. En fait, génocide culturel, génocide, on peut voir, pour simplifier, je pense qu'on peut voir ça un peu comme deux branches d'un même arbre, dans le sens que c'est deux concepts qui ont clairement des racines communes. Ça, c'est indéniable, puis on va en parler dans un instant. Après ça, quant à savoir si ces deux branches-là se touchent ou en partie ou pas, je vais vous dire que c'est une question de point de vue. En tout cas, il y a beaucoup de débats là-dessus. Donc, c'est pas, il n'y a pas de réponse parfaitement claire à donner à ça. On va explorer ça ensemble. Quand on parle de génocide culturel, donc il faut faire un deuxième saut dans le temps et dans l'espace. C'est le dernier aujourd'hui. Et on se retrouve aux États-Unis en 1944. Je vais vous repartager mon écran pour un petit instant. Voilà. Et le père du concept de génocide, en fait, c'est ce personnage qui était à la droite, qui s'appelle Raphaël Lemkin. En fait, lui, c'est un juriste polonais qui a beaucoup œuvré sur, qui a beaucoup travaillé en fait sur la protection des groupes humains dans une perspective juridique. En fait, lui-même était juif, puis dès les années, la première moitié des années 1900, voyait la montée des tensions en Europe. Et si on se replace dans le contexte de l'époque, donc avant la guerre mondiale, on est avant les Nations unies, on est avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est vraiment la doctrine de l'État souverain qui fait ce qu'il veut sur son territoire. Donc, il n'y a pas beaucoup de remparts là, contre l'arbitraire de l'État pour assurer la protection des groupes humains. Donc, Lemkin, éventuellement, va être forcé de fuir sa Pologne natale
et finalement traverse la Russie pour prendre un bateau jusqu'aux États-Unis. Et de là, va étudier, bon, en particulier deux choses. D'une part, Lemkin, c'était vraiment un passionné d'histoire, donc il s'était intéressé dans une perspective historique à la destruction des groupes humains au fil des siècles. Comment ça se concrétise, et donc a vraiment identifié plusieurs instances de destruction des groupes humains, d'une part. D'autre part, il a aussi analysé avec beaucoup de soin les décrets nazis et les directives qui étaient émises par les nazis. Il les traduisait aussi pour assurer une circulation de l'information et bon, sur les nazis pour assurer leur contrôle sur l'Europe. Et, bon. Donc, éventuellement, il est venu à, premièrement, créer de toutes pièces le terme génocide à partir d'une racine grecque et d'une racine latine. Donc, génos, ça vient du grec, ça veut dire race ou tribu. C'est un peu la même racine que génétique ou génome. Là. Et une racine latine. Donc, cide, en fait, ça vient ça signifie tuer ou exterminer. Donc, d'une part, il crée ce terme-là, qu'il utilise pour la première fois dans son livre Access Rule in Occupied Europe. Donc, en français, ce serait le règne de l'Axe dans l'Europe occupée, qui sort en 1944. C'est la première fois que ce terme-là est utilisé. Et il identifie aussi, sur la base de ses recherches historiques et contemporaines, plusieurs techniques de génocide, dont 3 qui vont être particulièrement importantes pour le futur. Et donc, on peut parler maintenant, en fait. Là. Donc, premièrement, en fait, le génocide physique, c'est peut-être ce dont on pense en premier quand on pense à un génocide aujourd'hui. Donc, en fait, l'idée, c'est que le groupe est détruit parce que les individus qui le composent sont tués. Donc, ça inclut, par exemple, le meurtre ou la soumission de membres du groupe à des conditions d'existence qui doivent entraîner leur destruction. Bon, ça se comprend quand même assez bien. Ensuite, le génocide biologique. L'idée, c'est que le groupe est détruit parce que sa capacité de se reproduire va être sérieusement entravée. Là. Donc, par exemple, on peut penser à des stérilisations forcées ou interdiction entre les mariages, séparation des hommes et des femmes, par exemple. Et enfin, un troisième type qui était particulièrement important pour Lemkin, il l'a écrit souvent, « Cultural genocide is very dear to me », donc très important, très proche de son cœur, si on veut. En fait, génocide culturel qui peut se définir comme la destruction des structures et des pratiques qui permettent au groupe de continuer à exister en tant que groupe. Donc, ça, c'est vraiment toujours dans la tête de Lemkin, là, comment il a pensé son concept. La culture est perçue comme un peu le ciment qui retient les membres du groupe ensemble. Donc, si on détruit la culture, le groupe, en fait, n'existe plus, il n'y a plus de groupe. Et bon, comme acte de génocide culturel, pour lui, il cite notamment la destruction des bibliothèques, l'interdiction de parler la langue, destruction des institutions politiques et sociales aussi également, persécution des chefs spirituels et bon, le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe, dans la mesure où bon, ça empêche la transmission des valeurs et de l'identité culturelle à la nouvelle génération. Et éventuellement, bon, le groupe d'origine se trouve à être détruit. Donc, tout ça, c'est ce que Lemkin exprime dans son livre Access Rule en 1944. C'est pas du droit, c'est pas juridiquement contraignant, mais j'en parle parce que ça a eu un impact vraiment important sur le développement du droit international en ce qui a trait au génocide. Je vais arrêter de vous partager mon écran. Voilà. Parfait. Donc, après 1944, peu après, bon, fin de la Seconde Guerre mondiale, les Nations unies sont créées, le jugement de Nuremberg est rendu, procès des criminels nazis. Et bon, ensuite, en 1946, dans l'une des toutes premières rencontres de l'Assemblée générale des Nations unies, qui était vraiment toute nouvellement créée, l'Assemblée générale adopte à l'unanimité une résolution, la résolution 96-1, sur le crime de génocide. Et donc, identifie que la prohibition du génocide, c'est quelque chose qui choque la conscience humaine, notamment en raison des pertes culturelles que ça impose à l'humanité. Et donc, c'est un crime international qu'il faut absolument prohiber. Pas quelque chose. Donc, par cette résolution-là, l'Assemblée générale des Nations unies met en branle un processus
d'élaboration de ce qui éventuellement va devenir la Convention sur le génocide, qui est en vigueur aujourd'hui. Les négociations pour arriver à cette convention-là ont été assez intenses, en fait. Lemkin est très impliqué dans ce processus-là. Il y a eu plusieurs phases et bon, à un certain point, il était impliqué carrément à titre d'expert. Bon, dans tous les cas, il était très présent dans toutes les discussions de corridor, mettait beaucoup de l'avant ces 3 types de génocide pour que les 3 se trouvent à être inclus dans la définition qui serait ultimement adoptée. Après ça, le concept de génocide culturel en particulier n'était pas bien vu du tout par certains États. Donc, bon, on est dans les années 1940, c'est l'année c'est la période, en tout cas, des pensionnats autochtones au Canada. Dans plusieurs autres États coloniaux aussi, ça ne se passe pas bien du tout. Bref, pour la petite histoire, on sait maintenant que les représentants canadiens, lors de l'élaboration de la Convention sur le génocide, avaient reçu l'ordre d'initier ou de supporter toute motion qui viserait à éliminer toute forme de génocide culturel de la Convention. Bon, donc l'élaboration bat son plein et dans l'une des phases les plus finales du projet de convention, le génocide est défini dans 2 articles. Donc, il y a un projet d'article 2 qui définit génocide et il y a un projet d'article 3 qui s'intitule spécifiquement génocide culturel et qui prohibe plusieurs actes de génocide culturel que j'ai mentionnés tantôt. Et bon, finalement, à l'issue d'un vote, c'est à 25 voix contre 16 avec 4 abstentions. Bref, ce projet d'article 3-là, qui s'appelle génocide culturel, est retiré. Maintenant, la définition de génocide est à l'article 2 de la Convention sur le génocide. On va en parler tantôt. Après ça, à savoir si dans cette définition-là de l'article 2, on retrouve des traces de génocide culturel ou pas, il y a beaucoup de débats, puis on va y revenir tantôt. Il y a beaucoup de débats aussi quant au contour du concept de génocide lui-même, donc c'est sûr que ça vient compliquer les choses. Mais pour conclure rapidement sur le génocide culturel, même si les conséquences juridiques de cette qualification-là par la Commission Vérité et Réconciliation sont pas, sont débattues, sont pas particulièrement claires, ça n'enlève rien au fait que l'utilisation de ce concept-là a eu des retombées politiques et sociales importantes, a réussi à vraiment lancer un débat, à visibiliser aussi la réalité des pensionnats. Donc, les conséquences juridiques ne sont pas les seules qu'il est important de considérer. Donc, on va revenir au débat sur le génocide dans un instant. Donc, pour finir avec la Commission de Vérité et Réconciliation, parmi les 94 appels à l'action que la Commission Vérité et Réconciliation a formulés, il y en a un, notamment, qui touchait à la mise sur pied d'une commission d'enquête portant sur la violence perpétrée contre les femmes et les filles autochtones. En fait, c'est quelque chose qui avait déjà été demandé, réclamé depuis plusieurs années par de nombreux groupes autochtones. Et en fait, pas seulement autochtones, mais bon. Et finalement, c'est en 2016 que finalement cette commission d'enquête-là a vu le jour. Et donc, ça m'amène à la troisième dernière chose dont je veux vous parler aujourd'hui, soit l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. On va dire aussi l'enquête nationale pour faire plus court. Et cette fameuse conclusion de génocide. Donc, si on se replace en 2015, en fait, la situation au Canada, c'est que, bon, même si les Autochtones représentent environ 4% de la population canadienne, les femmes et les filles autochtones représentent environ 24% des victimes d'homicides. Elles sont environ 12 fois plus à risque d'être assassinées ou de disparaître que toute autre femme au Canada, 3 fois plus à risque de subir des agressions physiques, agressions sexuelles ou des vols que des femmes non autochtones. Et pourtant, ça reste une situation qui est largement sous-documentée. Donc, il y a de nombreux groupes vraiment qui ont fait un effort de documentation qui est super important. Mais reste que c'est un problème qui demeure trop souvent invisible à ce moment-là. Donc, c'est un peu le background, le contexte dans lequel l'enquête nationale est mise sur pied en 2016, avec le mandat d'enquêter et de faire rapport sur les causes fondamentales des nombreuses formes de violence qui sont perpétrées contre les femmes et les filles autochtones.
Bon, donc l'enquête nationale a œuvré pendant 3 ans, a conduit énormément d'audiences partout au Canada et auprès notamment des survivantes de violences et leurs familles. Et en fait, bon, l'enquête nationale est arrivée à la conclusion que l'une des causes fondamentales de cette violence qui est perpétrée aujourd'hui contre les femmes et les filles, c'est la relation coloniale qui existe entre l'État canadien et les peuples autochtones. Plus précisément, l'État canadien est responsable d'un génocide des peuples autochtones et il y a beaucoup de choses à dire. On va explorer cette conclusion-là ensemble un petit peu. Je vous repartage mon écran à l'instant. Voilà. Donc, on arrive à cette fameuse définition de génocide. J'ai parlé de comment ça a été élaboré, tout ça. Donc, ça, c'est le produit final. Donc, ça, c'est actuellement à l'article 2 de la Convention sur le génocide. C'est une définition qui a été reprise dans une pluralité d'instruments internationaux. Il y a beaucoup d'États aussi qui ont incorporé cette définition-là dans leur droit national. Donc, bref, c'est une définition, évidemment, qu'on peut critiquer comme étant eurocentrique ou dans la mesure où les perspectives autochtones n'ont pas été considérées lors de l'élaboration de cette convention-là. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais reste que c'est la définition qui est en droit contraignant aujourd'hui. Et... c'est pas bien long. OK. Donc, essentiellement, un génocide en droit, c'est certains actes qu'on va énumérer qui sont perpétrés dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe. Et là, on énumère certains groupes. Puis c'est intéressant parce que quand on pense au génocide, vraiment en langage populaire, on pense à l'Holocauste, on pense au Rwanda, donc on pense à un meurtre de masse perpétré dans un cadre temporel bien défini. Et bon, un génocide, ça peut être ça, mais en fait, la définition, comme on va le voir, est beaucoup plus large. Donc, ça inclut à la fois des actes qui causent la mort et des actes qu'on dit non létaux, qui ne causent pas le décès. Il n'y a pas d'exigence de temps. Ça peut prendre place sur plusieurs décennies ou sur quelques jours. Et voilà. Donc, l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe. Ensuite, bon, les groupes qu'on dit protégés, ethniques, national, ethnique, racial ou religieux. À titre d'acte prohibé, évidemment, on a le meurtre de membres du groupe, qui n'a pas besoin d'être prémédité d'ailleurs. On a également atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Donc, atteinte à l'intégrité mentale, c'est quand même un concept intéressant. En fait, cet alinéa-là a été interprété par plusieurs tribunaux internationaux comme incluant les viols et les violences sexuelles. Donc, le tribunal international pour le Rwanda a une jurisprudence vraiment importante là-dessus, avec l'affaire Akayesu notamment. Et en fait, d'ailleurs, ce tribunal-là a dit que les viols et les violences sexuelles, c'était l'une des pires atteintes à l'intégrité physique ou mentale, parce qu'en fait, c'était à la fois une atteinte grave à l'intégrité physique et à l'intégrité mentale. Ensuite, quand on parle de soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner cette destruction physique totale ou partielle, en fait, ça, c'est un alinéa qui est largement interprété comme incluant des actes qu'on dit de mort lente. Donc, c'est des actes qui, à terme, vont causer la mort ou vont causer le décès de membres du groupe, mais vraiment pas tout de suite. Là. Donc, ça peut inclure, par exemple, le fait de ne pas fournir des soins médicaux adéquats, de soumettre des membres du groupe à un régime alimentaire de subsistance, le manque de nourriture, d'eau, de logement, de vêtements, d'accès à des moyens sanitaires appropriés ou le fait d'expulser systématiquement des membres du groupe de leur domicile, par exemple. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, spontanément, ça peut nous faire penser au génocide biologique là, auquel Lemkin avait pensé. Mais bon, par exemple, stérilisation forcée, séparation des sexes, interdiction des mariages, par exemple. Enfin, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe, ce n'est pas une disposition qui a fait l'objet de beaucoup de jurisprudence. Si ce n'est pour dire que le concept de transfert forcé, ça n'inclut pas nécessairement la force physique, ça peut inclure un environnement coercitif autre, comme les menaces et tout ça.
menace de sanction aussi. Donc, bon, certains auteurs, en fait, considèrent que c'est une anomalie. D'autres vont considérer que c'est un genre de vestige du concept de génocide culturel. Mais bon, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence là-dessus, donc ça reste quand même très débattu. Ensuite, bon, pour revenir à l'enquête nationale, en fait, quelque chose sur lequel il est important d'insister, c'est que le génocide en droit, ça a une double nature. Donc, d'une part, le génocide, en fait, traditionnellement, ça a été poursuivi comme un crime qui entraîne la responsabilité des individus. Tribunaux mis sur pied en lien avec le génocide au Rwanda ou en ex-Yougoslavie, Cour pénale internationale, c'est toujours dans une perspective de responsabilité individuelle, mais en fait, c'est souvent dans une perspective de responsabilité individuelle, mais en fait, les États aussi ont l'obligation de ne pas commettre de génocide. C'est la Cour internationale de justice qui est venue affirmer ça en 2007. Et en fait, quand on est dans une perspective de responsabilité des États, on ne parle pas de crime, on parle plutôt d'actes internationalement illicites. Bon, pour les juristes, c'est un acte internationalement illicite composite. Mais bon, bref, c'est régi par la même définition dans tous les cas. Et c'est cette définition-là dont on vient de parler. Donc, l'enquête nationale, on se situe vraiment dans une perspective de responsabilité étatique, donc de l'État canadien, et il n'y a aucun individu là, qui est nommé. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, un génocide, c'est certains actes dans l'intention de détruire un groupe. Quand on pense au crime, on pense à la responsabilité d'individus. L'intention, ça se conçoit raisonnablement bien dans une perspective d'individu. Ensuite, quand on pense à responsabilité des États, l'intention pour un État, ça ne se conceptualise pas de la même façon que pour un individu. C'est assez clair. Donc, en fait, dans ce contexte-là, l'intention pour un État, en fait, ça se reflète par les structures et les politiques étatiques qui vont être mises en œuvre par l'État au fil des décennies. Donc, en fait, le raisonnement de l'enquête, c'est que dans le cas du Canada, les politiques étatiques prises dans leur ensemble mènent à la conclusion inévitable que l'État canadien était animé d'une intention de détruire les peuples autochtones. Et en fait, les actions et les omissions sont pertinentes. Donc, le fait d'agir, mais le défaut d'agir aussi, c'est également pertinent. Ça peut également être constitutif de génocide. Donc, par exemple, quand une communauté, par exemple, manque d'accès à l'eau potable, logement, nourriture, tout ça, le défaut d'agir peut également être pertinent. Voilà. Bon, donc j'ai mentionné tantôt ce fameux projet d'article 3 de génocide culturel qui a été exclu. Donc, il nous reste l'article 2. En ce moment, l'interprétation majoritaire en droit par les juristes, par les tribunaux, dans la doctrine aussi, l'interprétation majoritaire, c'est que puisque ce projet d'article 3 a été exclu, il nous reste seulement donc le génocide physique, biologique et biologique. Donc, il faudrait interpréter cette définition-là en se disant il faut que ça rentre dans les cases de génocide physique ou biologique parce que le projet d'article 3 a été exclu. Ça, c'est l'interprétation majoritaire en ce moment, mais elle est problématique pour plusieurs raisons. Et ce n'est pas exactement l'interprétation qui a été adoptée par l'enquête, puis je vais vous expliquer pourquoi. Je ne veux pas rentrer dans les détails qui deviendraient trop techniques, mais bref, en droit, il y a plusieurs principes qui sont applicables pour interpréter un traité. C'est la Convention de Vienne sur le droit des traités, articles 31 à 33. Bon. Donc, essentiellement, un traité, ça dit qu'un traité s'interprète de bonne foi en regardant les termes du traité dans leur contexte, à la lumière de l'objet et du but du traité. Bref, plusieurs principes applicables. Et dans un deuxième temps, si jamais il y a une ambiguïté qui subsiste, ou si on veut juste confirmer l'interprétation qu'on a obtenue, là, on peut regarder les travaux préparatoires. Donc, en fait, c'est le processus de négociation du traité, si on veut. Donc, d'entrée de jeu, regardez l'historique de négociation du traité pour dire que c'est seulement le génocide physique et biologique qui est codifié, mais ça ne marche pas. C'est supposé être un moyen complémentaire. Donc, on regarde vraiment dans un deuxième temps. Donc, en fait, l'approche qui a été adoptée par l'enquête nationale dans son analyse juridique du génocide, je ne l'ai pas dit tantôt, mais bon, l'enquête nationale a rendu son rapport qui est en plusieurs volumes et
il y a une analyse juridique du génocide qui est comme un rapport supplémentaire pour vraiment justifier juridiquement pourquoi est-ce qu'on peut parler de génocide. Donc, l'approche qui est adoptée dans cette analyse juridique du génocide, c'est que, on applique les moyens d'interprétation des traités de façon rigoureuse. On regarde le texte du traité, puis on voit qu'on parle d'atteinte à l'intégrité mentale, ce qui n'a pas vraiment de lien avec une destruction physique ou biologique. Ça n'a pas rapport avec la capacité reproductive du groupe. On regarde le concept de transfert forcé d'enfants du groupe qui n'est pas lié à non plus ni physique ni biologique. En fait, on transfère des enfants, donc c'est des gens qui ne sont pas, par définition, ou pas vraiment en âge de se reproduire. Donc, si le but, c'est de détruire la capacité reproductive du groupe, ce n'est pas des enfants qu'on transférait. Donc, c'est comme un peu illogique, tout ça. J'ai mentionné tantôt aussi que les viols et les violences sexuelles étaient constitutives d'atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale. Et c'est vraiment intéressant, cette conclusion-là, en fait, cet aspect-là, que les viols et violences sexuelles sont constitutives de génocide, ça, c'est pas controversé, là. C'est largement admis en doctrine, en jurisprudence. Et le tribunal pénal international pour le Rwanda, dans le contexte du génocide au Rwanda, il veut dire que pour que les viols, en fait, dans un contexte de génocide, les viols, violences sexuelles, sont perpétrés avec l'intention de détruire un groupe. Hein. Donc, le tribunal pour le Rwanda est venu dire que dans le contexte du génocide de Rwanda, les viols, violences sexuelles avaient eu pour effet d'anéantir physiquement et psychologiquement non seulement les femmes, c'était surtout des femmes qui étaient agressées, mais également toute leur famille et toute leur communauté aussi. Donc, le fait de perpétrer ces violences sexuelles contre les femmes avait eu tout un impact sur la communauté et c'est ça, en fait, qui... c'est pour ça qu'on peut parler de génocide, c'est pour ça qu'on peut dire qu'un viol va être perpétré dans l'intention de détruire en tout et en partie un groupe. Donc, bref, encore là, on n'est pas dans le génocide physique, on n'est pas dans le génocide biologique, on est dans autre chose. Et bref, l'approche qui a été adoptée par l'enquête nationale est également, là, on s'appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, tribunaux allemands aussi, bon, on ne sort pas ça de notre chapeau, là, c'est que quand on parle de détruire un groupe, qu'est-ce qui est constitué de génocide, c'est à la fois un génocide physique et biologique et également la destruction du groupe en tant qu'unité sociale. Donc ça, c'est une approche qui est minoritaire en ce moment en doctrine et en jurisprudence, mais qui est beaucoup plus conforme à la méthodologie, aux principes applicables à l'interprétation des traités. Je veux quand même préciser que même si l'enquête nationale avait adopté une interprétation beaucoup plus restrictive du contexte du génocide, même si elle avait dit que c'est juste physique, biologique, la destruction, elle aurait quand même pu là, arriver à une conclusion de génocide. Ce n'était pas nécessaire là, pour avoir cette qualification-là de génocide, mais c'est un peu par honnêteté intellectuelle, en fait, et parce que c'est une interprétation beaucoup plus majoritairement rigoureuse. Donc, c'est pour ça que c'est cette approche-là qui a été préconisée. J'espère que ce n'est pas trop technique. Ça me fait plaisir de répondre aux questions sinon. Donc, bref, peut-être pour conclure un peu là, sur l'enquête nationale, c'est un rapport qui a suscité énormément de controverses, là, tant dans la communauté juridique que dans la population générale aussi. Donc, le terme de génocide, c'est un terme qui est très chargé, c'est confrontant, ça peut être tentant de lier en bloc sans vraiment s'arrêter à y réfléchir. Et bon, toujours cette idée dans le langage populaire que le génocide, c'est un meurtre de masse comme l'Holocauste ou le Rwanda. Et quand on parle d'un génocide colonial, c'est le terme qui est utilisé par l'enquête, ça ne rentre pas nécessairement dans ce paradigme-là. Et pourtant, ça rentre parfaitement dans la définition juridique de génocide. Donc, bref, je veux insister aussi sur le fait que l'enquête nationale ne parle pas de génocide culturel. Si ce n'est pour dire que le débat entre génocide culturel ou génocide tout court, ça porte un peu peut-être à confusion et ce n'est pas nécessairement utile de trouver une règle applicable en tout temps. Ce n'est pas des labels c'est pas des qualificatifs qui sont mutuellement exclusifs. Le fait que l'enquête conclue un génocide n'enlève rien au fait que la qualification de génocide culturel peut être appropriée par la Commission de vérité et réconciliation. Reste aussi que le concept de génocide culturel n'est pas défini
en droit dans l'état actuel, donc ça reste difficile de voir s'il y a des interactions et où. Donc, voilà, il y a quand même un certain flou là, qui persiste. Donc, où est-ce que ça nous laisse aujourd'hui? Il nous reste quelques minutes seulement. Bon, donc, l'une des conclusions importantes de l'enquête, comme j'ai dit tantôt, c'est que l'une des causes, en fait, le colonialisme, c'est l'une des causes fondamentales de la violence qui est perpétrée aujourd'hui contre les femmes et les filles autochtones. Et donc, en conséquence, pour mettre fin à cette violence-là, il faut décoloniser. Et qu'est-ce que c'est décoloniser, en fait, l'État canadien? C'est mettre en lumière et démanteler ces politiques et ces structures coloniales-là qui sont à la base de tellement de violations de droits humains encore aujourd'hui. Donc, décoloniser, c'est en lien avec rétablir cette balance de pouvoir-là. C'est établir des partenariats qui sont durables dans une optique égalitaire de nation en nation avec les peuples autochtones pour remédier à ces injustices-là qui continuent d'avoir lieu. Bon, et j'ai parlé de beaucoup de choses très sombres aujourd'hui. C'est des sujets qui sont pas joyeux du tout. Mais je veux quand même finir sur une note positive parce que je pense vraiment qu'il y a lieu d'avoir de l'espoir quand même, malgré tout. Il y a énormément de changements qu'on voit dans la société depuis les dernières années. Et je ne suis pas autochtone et je ne veux pas parler pour eux, ça n'a jamais été le but, ça ne le sera jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une visibilisation accrue des peuples autochtones dans les médias, dans les domaines artistiques, en politique et partout, en fait. Il y a une mobilisation qui se fait et je pense qu'il faut être attentif à ça. Dans un sondage léger qui a été effectué en 2020, donc vraiment très récemment, ça s'appelle Les Québécois et le racisme envers les Premières Nations au Québec. Et environ 8 Québécois sur 10 ont déclaré avoir une opinion plutôt positive des Premières Nations. Et en même temps, la quasi-totalité, donc 92% des Québécois qui ne sont pas autochtones, 92% ont affirmé qu'ils croyaient que les Premières Nations faisaient l'objet de racisme et de discrimination au Québec. Donc, on peut presque parler d'un consensus ici, là. Donc, c'est clairement des chiffres qu'on n'aurait pas eu il y a quelques années, là. Donc, c'est encourageant. Cela dit, dans ce même sondage, il y a 58% des Québécois non autochtones qui ont déclaré qu'ils avaient peu ou pas de connaissance des enjeux et des réalités des Premières Nations. Donc, on voit qu'il y a quand même une sorte de barrière d'ignorance et qu'il reste beaucoup de travail à faire ici aussi. Donc, vraiment, pour conclure, peut-être sur une note un peu plus personnelle, là, comme québécoise et comme non autochtone moi-même, je crois et j'ai envie de croire que de décoloniser le Canada, le Québec, c'est un projet de société qu'on est capable d'avoir et qu'on est capable d'aller au-delà de cet inconfort-là qu'on vit. Comme non autochtone, c'est assez incontournable quand on prend conscience du passé et de l'histoire qu'on n'apprend jamais, en fait. Donc, j'ai le goût de croire qu'on est capable de passer par-dessus cet inconfort-là et que ça se traduise en actions concrètes et en transformation sociale réelle. Donc, vraiment, pour conclure, peut-être pour anticiper une question qu'on se fait poser souvent, donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut lire, par où on commence et qu'est-ce qu'on fait en sortant d'ici? Bon, j'ai dit un peu, mais s'informer, apprendre l'histoire qu'on n'apprend jamais, c'est assez... Mais qu'on n'apprend jamais à l'école pour le moment. J'aime croire que ça va changer. Je pense que c'est incontournable. Donc, on peut aller lire les rapports des commissions d'enquête. L'ENFADA, l'enquête nationale, a formulé plusieurs appels à la justice, dont plusieurs qui s'adressent directement à la population générale avec des ressources d'apprentissage. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a émis un plan d'action contre le racisme le mois dernier. Ça se lit super bien par la population générale aussi. Vous pouvez aller lire, c'est disponible en ligne. Et finalement, s'intéresser, se mettre en contact avec les expressions artistiques autochtones, c'est super important, c'est super riche. Les films, la littérature, la musique, la poésie. Petite parenthèse, mais la semaine dernière, un rappeur, Samian, S-A-M-I-A-N, a sorti une chanson qui s'appelle Génocide. C'est du rap majoritairement en français et qui vraiment reprend plusieurs choses dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc, vous pourrez l'écouter. Voilà. Donc, se mettre en contact avec les expressions artistiques autochtones, c'est vraiment un outil très riche et très, très puissant aussi. Voilà. Ça fait le tour de ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.
Ça fait pas mal 1 heure, ça va bien. Je tiens à remercier la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, Véronique Guévremont, Ivana Tassevich pour l'événement d'aujourd'hui. Grand remercie à mon collègue Eric Sullivan de la clinique de droit international pénal humanitaire et Anthony Mélenchon-Jasson du Sierra. Merci aussi à Cécilie Alexandre, Iris Richer qui s'occupe de coordonner les questions qu'on reçoit. Merci beaucoup à la faculté de droit de l'Université Laval aussi pour leur support constant. Donc, c'est toute une super équipe qui œuvre aujourd'hui. C'est pour ça que la technique, tout ça va aussi bien. Donc, merci également à toutes et à tous d'être présents et présentes aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, j'ai bien hâte à vos questions. Je pense qu'on a environ 1 demi-heure. Donc, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Catherine, pour ta présentation très riche, très claire, très précise. Je pense qu'on peut débuter donc la période des questions. Je vous invite donc à poser vos questions sur la page de l'événement Facebook et également donc sur la plateforme Zoom dont l'icône donc réservée à ça, le chat. Alors, je vais me charger donc de lire les questions qui sont posées à Catherine et par la suite, je vais lui céder la parole pour la réponse. Alors, excusez-moi, juste une petite précision. Lorsque vous posez vos questions, s'il vous plaît, si vous pouvez vous identifier et également mettre le nom de l'institution auquel vous êtes affilié. Merci. Alors, une première question de Gabriel Comtois de l'Université Laval. Qu'arrive-t-il avec le critère de défaut d'agir lorsque l'État en question n'a manifestement pas les moyens de remplir certaines de ses obligations envers certaines communautés? Exemple, accès à l'eau, la nourriture, soins de santé, etc. Doit-on prouver que l'État dispose des moyens de remplir ses obligations et néglige de le faire ou refuse, ou les États sont-ils automatiquement réputés être en mesure de le faire? Parfait, je peux répondre tout de suite peut-être. Merci beaucoup pour la question. Donc, en fait, la question essentiellement, c'est une question d'intention. Hein. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'État a l'intention de détruire les peuples en question? Donc, après ça, si c'est une question de capacité, il y a quand même une nuance entre ne pas avoir les moyens et être habité d'une intention active de détruire. Il y a quand même une nuance à faire ici. Après ça, bon, dans une perspective de responsabilité étatique, en droit international, bon, le génocide, c'est un acte internationalement illicite qu'on dit composite. Donc, c'est une pluralité d'actions et de missions prises dans leur ensemble qui constituent l'acte internationalement illicite, donc qui constitue la violation des obligations internationales. Donc, il faut prendre toutes ces actions et missions ensemble pour voir si, tout ça ensemble, est-ce qu'on peut en déduire une intention active de détruire. Donc, après ça, si c'est une question de moyens, il faudrait vraiment aller voir si cette somme de défaut d'agir-là, est-ce que c'est vraiment juste une question de moyens ou est-ce qu'on peut en déduire une intention? Je pense que ce serait vraiment une appréciation à faire au cas par cas. C'est sûr aussi que dans le cas du Canada, on peut difficilement parler d'une question de moyens. On est quand même les États les plus riches du monde, donc quand on parle de problèmes dans l'accès à l'eau potable ou au logement dans des communautés autochtones, c'est clairement pas une question de moyens, plutôt de volonté politique. Là. Donc, c'est un peu, ça, c'est une considération qui est pertinente. Et après ça, bon, c'est ça, c'est vraiment une question de démontrer une intention active là, à la lumière d'une pluralité d'actions et d'émissions prises dans leur ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Alors, la prochaine question est de Sarah, doctorante en psychologie de l'Université de Montréal. Donc, dans la définition juridique du génocide, alinéa E, donc transfert forcé d'enfants du groupe à un autre, vous disiez qu'il n'y avait pas vraiment de jurisprudence à ce sujet. Pourtant, je pensais avoir compris qu'il avait été reconnu que les pensionnats, donc retirer les enfants de leur famille, leur interdire de parler leur langue, avaient l'objectif de détruire les communautés autochtones. Cet aspect ne ferait pas partie de l'alinéa E.
Oui, merci pour la question aussi. Bon, donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a aucune jurisprudence là-dessus, mais il y en a quand même beaucoup moins que les autres dispositions. Après ça, c'est effectivement la politique des pensionnats. Quand on parle de politique structure étatique au Canada qui dénote une intention de détruire les peuples autochtones, les pensionnats, c'est une politique que l'enquête nationale a considérée, évidemment, entre autres, pour conclure à cette intention-là de détruire. Donc, l'enquête nationale a considéré cette politique-là. Il y a également un mécanisme de justice transitionnelle, qui est une commission d'enquête qui a été mise sur pied en Australie aux environs des années 2000, qui a conclu aussi à un génocide des peuples autochtones dans ce pays-là. L'alinéa E a été considéré aussi, mais c'est ça, ça reste une disposition qui a été souvent sous-utilisée. Quand on regarde la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda, pour l'ex-Yougoslavie, il n'y a vraiment presque rien là, sur cet alinéa E. Là. Voilà. Merci, Catherine. Alors, donc, nous avons une question de Nidal Belkiter de l'Université Laval. Donc, quels sont les outils juridiques à notre disposition pour mettre un terme concrètement à la culture de l'impunité dont jouit le Canada en tant qu'État colonisateur? La violation de la Charte des droits et libertés est flagrante et pourtant, on constate beaucoup d'inertie dans le processus de décolonisation. Une très belle question. Donc, bon, instruments juridiques à la disposition, il y en a plusieurs. En fait, quand on regarde toutes les obligations internationales du Canada en matière de droits humains, tout ce qui est convention sur le génocide, tout ça, même en droit national aussi, la définition de génocide a été mise en œuvre. Bon, donc, en fait, à peu près toutes les obligations internationales en matière de droits humains pourraient être applicables dans la matière où la décolonisation, c'est tellement quelque chose de large, à large spectre, qui touche tellement d'aspects qu'il y a en fait une quantité énorme d'instruments qui peuvent être considérés. Là. Après ça, la violation de ces instruments-là est avérée. Qu'est-ce qu'on fait après? Là, c'est une autre question. Donc là, on tombe un peu dans le politique un peu plus. Donc, bon, plusieurs acteurs des Nations Unies avaient réagi, notamment je ne l'ai pas dit tantôt d'ailleurs, mais lorsque l'analyse juridique du génocide est sortie, a été publiée. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones avait réagi très favorablement aussi et avait appelé à davantage d'enquêtes sur ces allégations-là de génocide. L'Organisation des États américains aussi avait réagi d'une façon similaire. Hein, puis je vais rappeler aussi que l'enquête nationale, ce n'est pas un tribunal, donc c'est pas, elle ne rend pas de la jurisprudence, ce n'est pas juridiquement contraignant. C'est une commission d'enquête, c'est des résultats d'enquête, mais ce n'est pas des conclusions qui sont juridiquement contraignantes. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu différents appels pour continuer d'investiguer ces allégations-là de génocide. C'est là où on en est aujourd'hui pour le moment. Donc, il reste que juridiquement, bref, pour répondre à la question, juridiquement, les violations de toute une pluralité d'instruments internationaux et nationaux sont avérées. Après ça, ben, il faut décoloniser, en fait. Et c'est l'une des conclusions de l'enquête nationale qui, en fait, pour décoloniser, ce n'est pas une option, c'est carrément une obligation juridique qui découle de ces violations-là, des obligations juridiques du Canada. Donc, ce n'est pas une option. Donc, ça prend une volonté politique. Ça prend une volonté politique. Les Nations Unies ont réagi à ça. Il faut, je pense, en parler au sein de la population aussi. Et voilà, je pense que à venir dans le futur, c'est beaucoup ça. Là. Voilà. Merci, Catherine. Alors, la prochaine question vient de Camille Labadie, doctorante à l'Université du Québec à Montréal. Alors que l'objectif avoué des pensionnats indiens était la destruction culturelle des peuples autochtones, comment expliquez-vous que les mécanismes de justice, de réparation mis en œuvre se soient tous presque exclusivement limités à la question des sévices physiques ou sexuels?
Je ne suis pas certaine d'être d'accord avec cette affirmation-là. Bon, quand on regarde l'héritage de la Commission Vérité-Réconciliation, on parle pas seulement de... oui, bon, on parle de services physiques aussi et tout ça, mais il y a toute une fondation qui a été mise sur pied par la suite aussi, où bon, des œuvres d'art autochtones sont visibilisées. Après ça, dans le processus de décolonisation aussi, il y a toute une valorisation des langues, des cultures autochtones. Parmi les recommandations à peu près toutes les commissions, il y a aussi d'afficher des formes d'art autochtones, de visibiliser les influenceurs autochtones et les voix autochtones. Donc, je ne pense pas qu'on s'intéresse seulement aux services physiques. Je pense qu'on en parle peut-être plus parce que c'est ce qui marque les consciences, mais j'ai un peu, je pense, de misère à comprendre cette question-là, en fait, parce que bon, quand on parle de la loi sur les aînés, peut-être que j'aurais dû le mentionner plus aussi, mais c'est toute une loi qui non seulement mettait les peuples autochtones en tutelle, mais prohibait énormément d'expressions culturelles aussi. Et après ça, il y a tout un effort qui se fait en ce moment pour revitaliser les cultures autochtones. Donc, non, je pense vraiment pas que ça tourne seulement autour des services physiques, en fait. Très bien, merci Catherine. Une autre question de Nétime de l'Université de Québec à Montréal. Certes, les récents événements ont mis en lumière, encore une fois, les injustices que vivent les Autochtones au quotidien. Mais comment viser une décolonisation alors que certains concepts de base, comme le racisme systémique envers les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis ne sont pas reconnus? Ce n'est pas une guerre de mots, c'est de reconnaître qu'il existe encore une loi qui vise à définir certains droits des peuples autochtones et qu'il y a aujourd'hui encore des conséquences graves. En quoi la loi sur les Indiens est-elle encore juste? Est-ce une question légale? Une grande question ici. Je me dis, je ne sais pas si tu as une autre question de prête tout de suite, on pourrait peut-être en prendre deux, puis comme ça, peut-être ça va être plus facile pour fonctionner. Oui, absolument. Donc, on a une autre question, cette fois-ci de Sabrina Moisan. Donc, est-il possible d'avoir accès aux documents préparatoires lors de la rédaction de la Convention pour la prévention et répression du crime de génocide? Et surtout, comment documenter la position canadienne de l'époque? Ouais, c'est vraiment des belles questions. Bon, donc pour ce qui est comment décoloniser dans le contexte où plusieurs notions de base ne sont pas reconnues, bon, comme le racisme systémique dont on a parlé, puis la loi sur les Indiens qui est toujours en vigueur. Bon, premièrement, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas une guerre de mots. Je pense que de nommer les choses, c'est une première étape qui est importante. On a eu aussi ce débat-là par rapport à la qualification de génocide. Est-ce que c'est vraiment utile de parler de génocide ou pas? On a eu aussi un débat similaire comme quoi est-ce que c'est seulement un débat sémantique. Bon, vraiment, ce n'est pas le cas parce que c'est un terme qui a des conséquences juridiques. Le concept de racisme systémique aussi, c'est quelque chose qui est défini. Quand on parle de racisme systémique, ça ne veut pas dire que tous les Québécois, tous les Canadiens sont racistes. C'est pas ça du tout. Le racisme systémique, ça veut plutôt dire que il y a un racisme qui est inscrit dans l'organisation d'une société. Il y a un ensemble d'oppressions qui est inhérent au service étatique. C'est directement relié au colonialisme. Après ça, bon, il y a des difficultés à reconnaître ce terme-là aujourd'hui au Québec par certains décideurs, mais après ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas reconnu du tout, parce que racisme systémique, ça reste documenté par l'enquête nationale, par la Commission Vérité et Réconciliation, par la Commission Vien, par l'Observatrice indépendante, tout ça. Bon. Donc, c'est quelque chose qui est connu, qui est là, qui est nommé. Il existe des moyens concrets pour y remédier qui ont été formulés par tous les mécanismes que je viens de nommer. Donc, il y a des pistes d'action qui sont là et qui sont claires. Après ça, bon, il faut les mettre en œuvre. Ça va prendre une volonté politique et ça va prendre du temps. Je pense que la loi sur les Indiens aussi, il faut la repenser, mais pas n'importe comment. Il y a déjà eu des tentatives pour amender plusieurs aspects de la loi sur les Indiens, mais c'est difficile aussi. Je pense que c'est dans tous les cas des modifications qui doivent être effectuées en consultation, en partenariat absolu avec les peuples autochtones. Je pense que ce n'est pas une décision unilatérale du gouvernement qui doit être faite. Donc, bref, comment décoloniser?
premièrement, il y a plusieurs pistes d'action qui sont déjà identifiées clairement dans les rapports de tous les mécanismes dont on a parlé aujourd'hui, Commission Vient, l'Observatrice indépendante, NFADA, Commission Vérité et Conciliation, puis il y a plusieurs autres mécanismes aussi avant. Donc, il y a des pistes qui sont clairement identifiées. Et deuxièmement, comment décoloniser? Essentiellement, là, ça passe par l'établissement de partenariats réels, durables, avec les peuples autochtones. Donc, autant une visée colonialiste, c'est une vision coloniale, c'est d'imposer unilatéralement sa vision des choses. Décoloniser, c'est le contraire. Donc, c'est en partenariat, c'est en dialogue, c'est dans le respect, c'est dans une optique égalitaire, c'est dans un partenariat de nation en nation. Donc, décoloniser, essentiellement, c'est ça. Autant colonialiste, je dis c'est un processus, c'est une structure, ça prend du temps. Décoloniser aussi. On a dit le colonialisme, c'est plus qu'un ensemble d'événements ponctuels. Décoloniser aussi, c'est plus que cocher une somme de mesures. Si on l'a mis en œuvre, si on l'a mis en œuvre, si on l'a mis en œuvre. Donc, ça va prendre du temps, ça va prendre une volonté politique, ça va prendre aussi... il y a une composante collective puis une composante individuelle aussi. Je pense que tout le monde ici, on peut s'arrêter puis réfléchir aux billets qu'on entretient tous, et souvent c'est insidieux et souvent ça a la peau dure. Je pense qu'on peut commencer par décoloniser nos têtes, par lire, par s'instruire, par se mettre en contact avec de l'art autochtone, comme je vous ai dit tantôt. Donc ça aussi, c'est une piste d'action qui est vraiment importante. Ensuite, pour la question, est-ce qu'on peut être en contact avec les travaux préparatoires? Est-ce qu'on peut lire les travaux préparatoires de la Convention sur le génocide? Oui, mais bonne chance. Mais oui, dans le fond, c'est le fun en un sens parce qu'il y a un ouvrage vraiment très exhaustif par Abtahi et Webb, A-B-T-A-H-I, ça c'est une personne, et Webb, W-E-B-B, en 2 volumes. Donc, ça c'est les travaux préparatoires de la Convention sur le génocide. C'est un ouvrage qui existe. Après ça, pourquoi je dis bonne chance? Parce que c'est des milliers de pages, c'est des documents... c'est pas facile à lire du tout, c'est excessivement long, c'est vraiment pas facile à lire, mais c'est super intéressant, par exemple. C'est juste qu'il faut attacher sa tuque, là. Et donc, on voit des positions après ça de différents délégués. C'est intéressant aussi parce qu'on voit que dans le contexte de la négociation d'un traité multilatéral, donc la Convention sur le génocide, dans l'idée, c'était d'avoir un traité largement ratifié par un grand nombre d'États. On voit à quel point, des fois, on se dit, bon, on va chercher l'intention des parties quand on interprète le traité. Des fois, on voit là, dans les travaux préparatoires que l'intention des parties, elle n'existe pas. Là. Il n'y a pas d'intention commune. Les parties se sont mis d'accord sur un certain vocabulaire pour certaines raisons, à un certain point. Ils n'étaient pas tous d'accord de pourquoi, mais ils sont entendus sur des termes. T'sais. Donc, c'est intéressant pour mettre en lumière ça. Mais oui, donc cet ouvrage-là, 2 volumes de Abtahi Webb, c'est la référence dans le domaine. Dans les dernières années aussi, il y a des articles là, de plus en plus, en fait, beaucoup là, de doctrines qui mettent en lumière des positions, des analyses de la position canadienne dans les négociations de la Convention. Merci Catherine pour ces précisions. Nous avons une autre question de la part de Laurie Tatiboué. Compte tenu du fait que plusieurs pays vivent en ce moment même des génocides culturels coloniaux, quel rôle l'ONU, en tant qu'organisation internationale, peut-elle réellement jouer afin d'intervenir concrètement dans la décolonisation de ces processus étatiques qui mènent à l'annihilation des peuples autochtones et paysannes, entre autres? Peut-on encore croire à l'ONU comme alliée dans la lutte contre le génocide culturel, alors que cette institution a aussi prouvé à plusieurs reprises sa lenteur à intervenir dans certaines situations de violence coloniale extrême? Super. On pourrait prendre une deuxième question en même temps, peut-être? Sinon, je peux répondre comme tu préfères. Si Catherine, tu peux répondre parce qu'on est encore en train de sélectionner les questions. Merci. Super. Pour ce qui est du rôle de l'ONU, bon, ça reste une institution qui est lente et qui peut être critiquée pour toutes sortes de raisons, puis c'est des réflexions qui sont tout à fait valides aussi. Après ça, il y a quand même une avancée vraiment importante qui a été faite relativement récemment dans le contexte
des Nations Unies. Là, donc, je pense que c'est important de parler, puis on n'en a pas encore parlé aujourd'hui. Donc, en 2007, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, donc avec seulement 4 États qui ont voté contre, incluant le Canada, on va y revenir. Mais bref, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, c'est vraiment un instrument intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que il y a eu une participation de peuples autochtones vraiment sans précédent au sein de l'élaboration de cette déclaration-là. Et c'est un processus de négociation super long qui a été vraiment, ça a été quelque chose, ça a pris vraiment plusieurs années. Et finalement, cette déclaration-là a été adoptée en 2017. En fait, la Déclaration des Nations Unies déclare plusieurs droits aux peuples autochtones, par exemple, incluant des droits qui sont déjà reconnus dans d'autres instruments, mais quand même, donc incluant par exemple le droit de vivre dans la paix, la sécurité, droit à l'autodétermination, et incluant aussi, c'est l'article 8, le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture. Le terme de génocide culturel, d'ailleurs, avait été envisagé. Finalement, ça a été remplacé par destruction de leur culture, mais quand même. Il y a plusieurs articles aussi de cette déclaration-là qui énoncent plusieurs choses que les États doivent faire, donc avec des consultations effectives avec les peuples autochtones concernés. Par exemple, c'est l'article 30 qui dit que les États doivent engager des consultations effectives avec les peuples autochtones avant d'utiliser leurs terres, par exemple, et leur territoire pour des activités militaires. Donc, il y a tout un principe de consultation effective, tout ça qui est introduit, qui est codifié en fait là-dedans. Et quand cette déclaration-là a été adoptée en 2007, il y a seulement 4 États qui ont voté contre. Et c'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies, en fait, que les États votaient contre une déclaration de droits humains. Et les 4 États à voter contre, c'est le Canada, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais bref, depuis 2007, quand même, on voit que ces 4 États-là, incluant le Canada, sont revenus sur leur position, puis ont comme annulé leur vote contre. Au Canada, c'est en 2010 que ça s'est passé. Bon, donc ça, c'est un instrument quand même qui a été élaboré dans le contexte des Nations Unies. La déclaration n'a pas encore été... la déclaration n'a pas encore été mise en œuvre en droit canadien. Ça veut dire qu'il faut que le Canada adopte une loi pour que cette déclaration-là devienne vraiment contraignante en droit canadien. En 2019, il y a un projet de loi qui a failli passer. Donc, c'était un projet de loi qui émanait du député Roméo Saganache, qui est autochtone, pour donc, assurer l'harmonie des lois fédérales avec la déclaration. Et donc, finalement, ça n'avait pas fonctionné, mais vraiment récemment, en 2020, le gouvernement fédéral a annoncé qu'un projet de loi serait présenté d'ici la fin de l'année pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones en droit canadien. Donc, c'est un processus qui est long, mais ça reste quelque chose de positif qui est sorti du système des Nations Unies là, en ce qui a trait à la protection des droits des peuples autochtones. Merci Catherine. Nous avons une autre question de la part de Anne, étudiante à la maîtrise en développement organisationnel et également elle travaille au service aux Autochtones Canada. Pensez-vous que la compensation financière offerte aux Scoop Survivors des années 1960 est suffisante pour réparer les séquelles et les traumatismes intergénérationnels que vivent les Premières Nations? Donc en fait, premièrement, peut-être juste clarifier pour les gens qui ont peut-être moins entendu parler de ça, quand on parle des Scoop Survivors, donc des rafles des années 60, c'est, dans les années 60, il y a plein d'autres politiques là, que je n'ai pas mentionnées, mais dans le cas des années 60, un grand nombre d'enfants autochtones qui, dans le fond, ont été arrachés à leurs parents et mis dans des familles d'accueil non autochtones. Après ça, il y a eu des compensations financières qui ont été offertes, comme on dit, mais je ne pense vraiment pas que c'est ma place, en fait, de me prononcer sur si je juge que c'est suffisant ou pas. C'est pas quelque chose que j'ai vécu et je pense vraiment, je ne serais pas à l'aise de me prononcer avec mon opinion personnelle sur cet enjeu-là, malheureusement. Là. C'est quand même très délicat. Là. Merci Catherine.
une question de Véronique Lajoie serait, bon, ça c'est plutôt une question peut-être qui va aussi bénéficier pour l'ensemble des participants. Donc, serait-ce possible d'obtenir les liens de lecture? Je ne sais pas, Catherine, si tu penses que ça serait possible d'envoyer peut-être quelques liens, des références que tu trouves pertinentes et que tu as utilisées dans le cas. Oui, en fait, je pense qu'il y a eu un petit problème d'Internet. Là, je t'ai perdu pendant quelques secondes. Donc, en fait, la question, c'est des liens, mais je n'ai pas compris lesquels, en fait. J'ai compris qu'on parle de liens. En fait, donc la question, c'était donc serait-ce possible d'obtenir les liens de lecture proposés? Oui. Donc, j'imagine en lien avec ta présentation. Oui. Oui, on devrait trouver une façon de les transmettre. Je pense qu'on pourrait peut-être les mettre sur la page Facebook de l'événement, peut-être après. Oui. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui vont les vouloir, là. Donc, on pourrait publier ça, en fait, sur la page Facebook de l'événement. Puis, comme ça, tout le monde pourrait en bénéficier. Mais oui, vraiment, merci de votre intérêt, en fait. Parfait. Très, très bonne idée. Donc, comme ça, tout le monde pourrait avoir accès pour les consulter. Alors, donc, je vois arriver une autre question de Nabil Ramla. Je me demandais, est-ce que le Conseil de sécurité et le droit de veto n'est pas un frein pour le processus de décolonisation et ne remet pas en question la légitimité de son impact dans ce processus pour les pays du Sud global? Est-ce que tu as entendu la question, Catherine? Mobile, je ne sais pas si bien. Un petit problème. Est-ce que vous m'entendez? Mais je t'entends bien, ouais. Organisation. M'entends-tu, Ivana? Oui, oui, là je t'entends. Excuse-moi, je t'avais perdu pour un petit moment. Donc, c'était pour répondre à la question de, donc, excusez-moi, je vais juste essayer de trouver le... En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est est-ce que le droit de veto du Conseil de sécurité peut être un obstacle à la décolonisation, dans le fond? Exactement, exactement. Et donc, il ne remet pas en question la légitimité de son impact dans ce processus pour les pays du Sud global. Oui, donc bon, le droit de veto du Conseil de sécurité, ça reste bon, aussi quelque chose de très controversé en droit international. Donc, on sait que parmi tous les membres du Conseil de sécurité, 5 ont un droit de veto qui, de facto, bloque. Ah, super, je te vois bien. Donc, de facto, bon, 5 membres du Conseil de sécurité, les membres permanents, ont un droit de veto et de facto, souvent, ça bloque l'action du Conseil de sécurité dans toutes sortes de domaines. Après ça, est-ce que c'est un frein direct à la décolonisation? En fait, on n'est pas rendu au point où on verrait une résolution du Conseil de sécurité qui ordonne au Canada de se décoloniser ou on verrait une résolution du Conseil de sécurité qui, disons, prend des sanctions contre le Canada pour se décoloniser. Donc, c'est pas, on n'est pas là du tout en ce moment. Après ça, bon, les propositions de réforme de Conseil de sécurité pour repenser ce droit de veto-là sont nombreuses et c'est sûr que c'est un frein à son action dans plusieurs contextes. Donc, après ça, il faut voir quand est-ce que ce droit de veto-là a été utilisé. Bon, puis, mais c'est rare qu'on voit des résolutions, en tout cas dans le contexte canadien, qui enjoignent le Canada de se décoloniser. C'est pas, je ne suis pas sûre que c'est le bon véhicule, là, en tout cas pas dans le contexte canadien, là. De facto, c'est pas comme ça que ça va se passer, là.
On pourrait peut-être prendre une dernière question, dans le fond, je pense Oui, que... absolument, Catherine. Il nous reste encore 4 minutes. Alors, une dernière question. Alors, c'est de Cécile Alexandre, doctorante à la faculté de droit de l'Université Laval. Pourrais-tu donner plus d'exemples de politiques génocidaires au Canada, Québec, qui seraient encore en vigueur? A été désactivé, vous m'entendez, oui. Donc, ils sont encore en vigueur. Bon, donc, il y a quand même, il y a une nuance à apporter ici, là. Il y a des politiques qui ne sont plus nécessairement en vigueur. Par exemple, les pensionnats ne sont plus en fonction aujourd'hui, mais dont les effets se font sentir de façon vraiment importante encore aujourd'hui. Donc, on peut, mettons, disons encore des pensionnats, on peut parler de préjudice ou traumatisme intergénérationnel, donc qui a un impact sur plusieurs générations. Donc, c'est le cas en fait de plusieurs politiques qui, même si ne sont plus nécessairement en vigueur, se font encore sentir de façon vraiment importante aujourd'hui. À titre d'autres politiques génocidaires, bon, la loi sur les Indiens, évidemment, qui est encore en vigueur, et vraiment tous les préjugés, tous les stéréotypes et tout le racisme systémique qui est inhérent aux institutions, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se fait sentir de façon très, très intense aujourd'hui. Après ça, bon, un autre aspect que je n'ai pas mentionné beaucoup, tout au cours du 20e siècle, donc 1900 et plus, les pratiques de stérilisation forcée étaient très courantes. Là. Même en Saskatchewan et en Alberta, respectivement, il y avait 2 lois qui facilitait en fait la stérilisation, notamment de peuples autochtones. Et ça, c'est une pratique qui, même lorsque ces lois-là ont été abrogées, même après l'abrogation de ces lois-là, en fait, c'est des politiques qui ont été, c'est des pratiques en fait qui se sont maintenues en fait dans le temps. Et bon, encore aujourd'hui, on entend beaucoup parler de violence médicale et tout ça. Donc, ça reste quand même dans une situation de continuité là, par rapport au passé. Donc, j'imagine que ça répond à la question. Je vais te repasser la parole. Merci beaucoup, Catherine. Je pense qu'il nous reste encore 1 minute avant la fin de cette rencontre. Alors, je vais profiter pour te remercier pour ta présentation, pour les réponses aux questions. Un grand merci pour le public qui est venu en si grand nombre aujourd'hui. Merci pour vos questions. Également, je remercie les partenaires qui ont contribué à l'organisation et à la tenue de cet événement. Également, on profite pour s'excuser des pépins qui sont arrivés presque à la fin de notre rencontre. Et alors, on vous souhaite une très agréable journée et on espère vous revoir lors d'une autre rencontre de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Merci beaucoup. Au revoir. Merci énormément. Bonne journée à tout le monde.